C'est parti, attachez votre ceinture. C'est là où on va creuser un petit peu au niveau du mindset. Je vous ai dit que l'éducation financière est omise à l'école. Donc, c'est pour ça qu'on n'apprend jamais comment gérer notre argent à l'école. Et c'est comme ça que ça commence l'éducation financière après l'école, les soirs et les week-ends. Et bravo à vous tous d'être présents. Donc maintenant, on va dig deeper. Je vous ai dit que ce séminaire, il va être divisé en trois parties. Une partie mindset par rapport à l'argent, une partie business développement, comment créer une entreprise, ou si vous avez déjà une entreprise, comment attirer des clients et comment optimaliser vos bénéfices et payer moins d'impôts légalement. Et demain, je vais vous montrer comment investir cette accumulation que vous avez accumulée en étant salarié, indépendant, ou vous avez un business où vous êtes des traders, dans des biens immobiliers locatifs, à but locatif, pour générer plus de revenus passifs et atteindre l'indépendance financière. Donc, c'est parti pour la partie mindset. Tout a commencé avec un gentleman qui s'appelle Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, peut-être au premier abord, ça ne vous parle pas, mais quand je vous dis les Rothschild, les Rockefeller, les Carnegie, ah, donc ce sont les familles les plus riches aux États-Unis, yes. Donc ce gentleman, il est né en Écosse et ses parents, ils avaient une entreprise dans l'industrie du textile. Et ils n'ont pas réussi à innover correctement. Ils étaient à l'ancienne. Et avec l'innovation, avec la R&D, maintenant, les machines ont remplacé euh, les ouvriers et tout ça, et ils ont fait une grande faillite. À l'époque, quand une entreprise ou quand un homme ou quand une famille fait une faillite ou quand un membre de la famille il va en prison ou quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal dans le village, dans le quartier, c'est vraiment ça apporte de la honte, de la culpabilité, un sentiment d'être rejeté, abandonné par les autres et tout ça. Et c'est ce que les parents de Andrew Carnegie ont ressenti quand ils ont eu cette faillite-là. C'était honteux dans le village de faire cette faillite. Et donc la maman de Carnegie, elle était tellement dévastée qu'elle a vendu tous les meubles, toutes les machines, tout ce qui restait dans cette industrie. Elle a acheté deux billets et elle a traversé l'Atlantique pour aller chez sa sœur aux États-Unis avec Andrew Carnegie. Et tout au long dans le paquebot, elle disait à Andrew Carnegie, Andrew, je veux que tu remontes la fierté de cette famille. On a foiré, on a fait faillite, mais toi, tu vas travailler plus dur aux États-Unis. On a notre chance pour que tu puisses remonter le nom de notre famille en Écosse. Et il était tellement dérangé, Andrew Carnegie, par la douleur de sa mère. Il avait la rage, il ne voulait pas voir sa mère un peu dans cet état-là. Il lui a dit, maman, tu peux compter sur moi que je vais vraiment réussir. Et une fois on réussit, on va revenir en Écosse et on va faire un tour de cheval avec la carrosse dans tout le village et on va dire à tout le monde que les Carnegie ont réussi. Il avait cette détermination dès jeune âge d'aider sa mère. Et c'est petit à petit ce qui s'est passé, c'est il a commencé à travailler aux États-Unis en tant que facteur à la poste. Donc il distribuait le courrier à droite à gauche, mais il avait cette capacité de retenir les prénoms. Bonjour Georges, on a un courrier pour toi aujourd'hui. Bonjour Madeleine, voici un courrier pour toi aujourd'hui. Bonjour Émilie, voici un courrier pour toi aujourd'hui. Et un jour, il ramène le courrier à Monsieur Scott, Tom Scott. Bonjour Monsieur Scott, aujourd'hui vous avez une pile de courriers que j'ai pour vous. Et il lui donnait le courrier. Et c'est là, Monsieur Scott, qui travaillait un peu dans l'industrie ferroviaire, il a dit, Carnegie, viens voir. Pour l'instant, je recherche quelqu'un comme toi pour travailler en tant que office boy dans cette salle. Et le travail consiste à que c'est une salle où tu seras familiarisé avec ce qu'on appelle le télégramme. Tu vas envoyer des messages, tu vas recevoir des messages, tu vas pouvoir les transcrire et tout ça. Ça vient avec le son. Et toi, tu vas les, les traduire en termes de phrases. Et puis, tu vas faire un peu le office boy dans notre entreprise. Tu vas donner les lettres au destinataire et tu vas envoyer des lettres, ainsi de suite. Si ça t'intéresse, t'arrêtes ton boulot et tu viens commencer à partir de demain.
Andrew Carnegie, il était très enthousiaste de travailler avec ce monsieur qui a l'air de bien réussir. Il est parti demander à sa maman, est-ce que maman, je quitte mon poste de facteur et puis je travaille en tant qu'office boy chez Tom Scott? Sa mère l'a beaucoup encouragé parce que M. Scott, il était connu parmi les hommes les plus riches de la région. Et donc, Andrew Carnegie a quitté son emploi pour travailler en tant qu'office boy chez M. Scott. Et Andrew Carnegie passait 12 heures par jour dans cette salle, tout seul, à se familiariser avec le son. Et il a développé un ouïe super avancé par rapport à transcrire les messages auditifs du télégramme pour les transcrire en mode lettres et tout ça. Et un jour, en plein été, il y avait presque personne dans l'usine. Et M. Scott, où la plupart des gens riches à l'époque, en fait, n'avaient pas d'Internet, n'avaient pas de mail, n'avaient pas de téléphone. Ils partaient 3 à 6 mois en vacances et ils laissaient leur entreprise tourner sans eux. Et à ce moment-là, un jour, en plein été, il disait Andrew Carnegie, j'étais assis et je reçois une lettre comme quoi le train tel et tel, il a ce souci-là et ça nécessite une intervention rapide. Est-ce que, Monsieur Scott, vous pouvez nous dire si vous voulez que on, on répare ce train sur les rails et puis on retarde tous les autres trains derrière, ou plutôt on enlève les trains des rails et puis on fait passer les autres trains, comme ça il n'y aura pas de retard de cargaison et de livraison. Et comme ça va nous coûter quand même pas mal cher de sortir le train et le mettre au rail pour faire des réparations. Il nous faut une décision dans la semaine pour ne pas retarder les autres trucs. Et Andrew Carnegie se trouve seul avec cette lettre-là. Il dit ici, si j'envoie cette lettre à M. Carnegie, à M. Scott, et le temps qu'il me répond et le temps que je l'envoie, et tout ça, ça va me prendre à peu près 3 semaines minimum avec le temps de la poste de l'époque. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une décision, il a pris l'initiative et il a écrit une lettre et il a faké la signature de son chef, M. Scott, en disant, vous enlevez le train sur les rails et vous laissez les autres trains passer. Et ils envoient la lettre et c'est ce qui se passe. Et quelques jours plus tard, M. Scott revient en bureau, fou furieux comment un jeune a faké sa signature. À l'époque, si tu fakes la signature de quelqu'un, tu risques la prison. Le temps de gérer les quelques urgences qu'il avait, M. Scott, il a voulu virer et attaquer en justice M. Carnegie. Mais ce qui s'est passé, c'est il a détecté dans ce jeune garçon du potentiel. Il a découvert que ce garçon-là, il a un trait de personnalité que peu de gens ont, et c'est un trait puissant pour la réussite. Et ce trait de personnalité est le suivant, c'est la prise de l'initiative. La plupart des gens sur Terre ont besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire pour le faire, au moins une fois. Rares sont les gens qui ont l'initiative par eux-mêmes, en fait. C'est inné. Ça veut dire qu'ils prennent de l'initiative et ils font la bonne chose ou ce qu'il faut faire sans que quelqu'un nous dise ce qu'il faut faire. C'est pour ça, en fait, vous allez apprendre un peu ça plus tard, mais quand vous prenez une décision ferme, quand vous avez la rage, quand vous avez la colère, vous en avez marre de votre situation financière, vous prenez une décision ferme et irrévocable que vous allez changer votre vie financière, la première chose que vous attirez à vous, c'est le trait de personnalité de l'initiative. C'est un trait de caractère que vous allez commencer à faire sans que quelqu'un vous dise ce qu'il faut faire et réussir financièrement. Rappelez-vous que les gens réussis et les gens riches sont occupés à faire ce que la plupart des gens sont occupés à apprendre. OK? Donc, il a vu ce trait de personnalité. Il a vu un autre trait de personnalité qui est toujours qui accompagne les gens réussis. C'est que ce garçon-là, il passe 12 heures dans la machine du télégramme. La plupart des gens, ils regardent leur heure à 17 heures, ils partent. Donc, les deux traits de personnalité, c'est les gens qui vont l'extra mile. Napoléon Hill, il appelle ça.
où les gens qui ont cette habitude, pas une fois, mais l'habitude toujours de rester plus tard qu'il faut, de délivrer plus qu'ils ont promis. Et il a trouvé qu'il avait cette initiative. Donc, il pouvait l'attaquer en justice, il pouvait le virer, mais il a décidé autrement. Il a dit, tiens, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais pris comme décision? Est-ce que j'enlève le train ou je laisse le train et j'aurais fait, même si ça m'a coûté un peu cher? Il a dit, il a quand même pris la bonne décision, sans que quelqu'un lui dise ce qu'il faut faire, sans être conseillé par 10 000 personnes, sans être coaché par ses coachs et ses mentors. Et c'est là où il a décidé un peu d'investir. Donc, il l'a convoqué dans son bureau, il lui a expliqué la prochaine fois si ce genre de choses arrive, qu'est-ce qu'il doit faire. Et surtout, il a vu en lui du potentiel, il a commencé à investir dans ce jeune garçon. Et Tom Scott, qui était très familier avec les revenus passifs, il a commencé à expliquer à Andrew Carnegie un peu le secret des revenus passifs, le secret de l'indépendance financière. Et ce Tom Scott, il a investi du temps pour éduquer Andrew Carnegie. Et surtout, au-delà du temps, il lui donnait quand même des astuces et des conseils d'investissement. Et à l'époque, il faisait partie des organisations un peu privées comme les chambres de commerce, les tycoons de l'industrie, où en fait les gens les plus riches, ils se réunissaient dans les chambres de commerce, un peu derrière les rideaux, et ils savaient à l'avance qu'est-ce qui va se passer un peu en termes de futur, qui va vendre, qui va acheter, quelle est la tendance du marché. Et donc, il donnait ce qu'on appelle des inside information à Andrew Carnegie. Et Andrew Carnegie, il prenait son salaire, il investissait 80% de son salaire dans de la bourse et dans des entreprises et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il commence à générer ce qu'on appelle des revenus passifs. Et Andrew Carnegie atteint à un certain donné ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais il ne s'arrête pas ici. Une fois il a atteint l'indépendance financière, il continue à, au lieu de manger les graines, il récolte les graines, les dividendes et, et son argent et son salaire. Au lieu de manger les graines, il les ressemait. Il était indépendant financièrement, mais après, il les ressemait. Il a hypothéqué la maison de sa tante et il ressemait. Il mettait toutes les graines encore parce qu'il avait des inside information. Aujourd'hui, c'est interdit, en fait. Si quelqu'un sait que, par exemple, Elon Musk va acheter Twitter et donc il commence à investir massivement dans Twitter et donc le cours augmente par la suite et tout, ça s'appelle des inside information, c'est interdit aujourd'hui. Mais ça arrive tout le temps. Rappelez-vous, Elon Musk, qu'il a fait en mode, maintenant, vous pouvez acheter, après la crise du Covid, vous pouvez acheter, par exemple, du Tesla avec le Bitcoin. Et il avait investi énormément dans le Bitcoin et il savait que s'il faisait ça, le Bitcoin va augmenter de je ne sais pas combien. Et puis ensuite, une fois c'est monté, il a revendu tous ses Bitcoins. Il a dit non, vous ne pouvez plus acheter des Tesla avec des Bitcoins. C'est ce qu'on appelle un peu le inside information. Ça existe toujours. Les élites, en fait, qui prennent tout ce que vous payez à eux comme revenu passif, comme abonnement récurrent, ces gens-là ont des informations, des inside information. Et en fait, ils jouent, c'est comme le poisson en dehors de l'eau que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un autre monde, OK, que vous ne pouvez pas imaginer. C'est ce qui se passe un peu. Donc, ne soyez pas surpris, ah ouais, il a un avantage et tout, des inside information. C'est tout le temps comme ça. Donc, au lieu de manger sa récolte, il réinjectait, il ressemait toutes ces graines de nouveau jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Et une fois il atteint cette liberté financière, Andrew Carnegie, il a démissionné et il a loué le dernier étage d'un grand hôtel à New York où il y avait juste un ascenseur pour monter au dernier étage privé pour lui, où il habitait presque dans 500-600 mètres carrés pour lui et sa maman, dans un immense plateau d'hôtel. Et il avait tout, les chefs étoilés qui venaient à domicile, les femmes de ménage, tous les services, les chauffeurs, ainsi de suite. Il vivait une vie opulente. Il a arrêté de travailler pour un peu
prendre l'air et il s'est rappelé qu'il avait promis quelque chose à sa maman. Il lui a dit, maman, je t'ai promis quelque chose quand j'étais jeune. Viens, on va voyager en Écosse. Et il reprend sa mère, il voyage de nouveau en Écosse et il fait le tour du village en chevaux et carrosses et il distribue de l'argent, des fleurs, des cadeaux à tous les villageois. Et tous les villageois ont dit, bah, les Carnegie ont réussi de nouveau. Puis ensuite, grâce à une certaine loi qui s'appelle la loi d'attraction, on va en parler un peu aujourd'hui, il a commencé un peu à émettre des idées. J'ai envie de créer quelque chose pour moi. J'ai plus envie de travailler pour quelqu'un. J'ai envie de créer quelque chose qui a de la valeur, qui apporte de la valeur à l'industrie, au pays, au monde. Donc pendant 1 an, 2 ans qu'il attendait, grâce à cette loi, elle a mis sur son chemin des grands chimistes, ingénieurs chimistes, qui lui ont expliqué un peu ce que c'est l'acier. Et donc il a rencontré un grand ingénieur chimiste. Et cet ingénieur lui a dit, Monsieur Carnegie, si on prend ce matériau et ce matériau et ce matériau, on les mélange, on les monte en température, on les laisse refroidir, puis on les chauffe, puis on les remet sous pression, puis on les laisse, on enlève la pression, puis on laisse refroidir, puis on rechauffe et on fait une sorte de cycle température-pression sur les matériaux. À la fin, quand le matériau il sort, il va devenir de l'acier, un alliage de matériaux, un mélange de matériaux. Et Carnegie va dire, oui, et alors, qu'est-ce que c'est l'acier? Qu'est-ce que ça fait l'acier? Il dit, monsieur, vous vous rendez compte? Regardez maintenant tous les États-Unis, les chemins, on appelle ça les chemins de fer. Donc, le matériau, c'est du fer. Les constructions des bâtiments, c'est en fer. Les constructions des bateaux, c'est en fer. Les constructions des usines et des matériaux et des machines, c'est en fer. Il lui a dit, et alors? Il lui a dit, monsieur, le fer, il est trop lourd. Le fer, il s'oxyde très rapidement. Le fer n'est pas abondant dans la nature. Le fer coûte trop cher. Le fer est très difficile à usiner, à couper, parce qu'il est dur. Donc là, si on fait ces mélanges d'acier, ben, on va remplacer le fer parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques du matériau, ce mélange. Le fait de le compresser, de le chauffer, ainsi de suite, l'acier a les mêmes matériaux, les caractéristiques du matériau. Et surtout, il coûte moins cher, il ne s'oxyde pas, il est très facile à découper et à usiner, très facile à transporter, et il y a de l'abondance de ça. Et imaginez un peu les États-Unis en entier remplis d'acier au lieu de fer. Et Andrew Carnegie avait ses yeux comme ça parce qu'il a vu, il a dit, il n'y a pas que les États-Unis, c'est tous les pays du monde vont utiliser l'acier. Et c'est là où il a créé son industrie d'acier. Il a commencé à se masterminder grâce à cette loi d'attraction. Elle a mis sur son chemin des personnes, des situations, des circonstances, des événements qui ont mené qu'il a créé une industrie d'acier. Et cette industrie d'acier est devenue l'entreprise la plus prospère aux États-Unis. Et en fait, ce qui se passait, c'est que toutes les entreprises, toutes les personnes qui avaient besoin du métal, ils devaient passer par Andrew Carnegie. Et Andrew Carnegie accumulait de la richesse. Et en fait, il y avait toujours des concurrents qui naissaient à côté. Donc, il y avait d'autres industries d'acier qui venaient se créer. Et Andrew Carnegie, il les appelait, il leur disait, écoutez, ici, il n'y a pas de concurrence, je vous rachète. Dites-moi votre prix. Et les gars, ils mettaient des prix exorbitants et ils les rachetaient pour avoir le monopole. Et il y en a d'autres, un ou deux qui faisaient le malin, ils disaient non, nous, on va faire la concurrence pour M. Carnegie, nous, on ne vend pas, nous, on va devenir numéro un et tout. Il a rigolé, Carnegie, il a dit, bah, tiens, on va baisser les prix pendant 3 ans sur l'acier, même si on vend à perte pendant 3 ans. Et il vendait de l'acier comme ça. Aujourd'hui, la Commission européenne, il existe des organisations qui surveillent un peu la concurrence des prix. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas baisser le prix et vendre à perte pour tuer la concurrence. À l'époque, aux États-Unis, pays du capitalisme, et ça c'est le mauvais side, le dark side du capitalisme quand même, on pouvait faire ce genre de choses. Et donc Arnold Carnegie, il vendait à perte pendant 1, 2 ans. L'autre, il faisait faillite, il le rachetait quand même. Et il avait ce qu'on appelle le monopole de l'industrie de l'acier. Et tous les États-Unis dépendaient de l'industrie de l'acier de M. Carnegie. En fait, il avait un pouvoir qu'il n'y a aucun homme aujourd'hui à ce pouvoir-là. Parce que si vous prenez l'homme
peut-être l'entreprise la plus grande en Belgique, elle fait faillite demain, bah, tu auras quelques dizaines de milliers de personnes au chômage, mais ça ne va pas mettre le pays en faillite. À l'époque, Andrew Carnegie, s'il faisait faillite ou s'il arrêtait son industrie d'acier, il pouvait mettre tout le pays en faillite. Donc, il avait un pouvoir immense, M. Carnegie. Il avait ce pouvoir, ce monopole. Et les gens dans l'industrie, à la chambre de commerce, les présidents, les tycoons de l'industrie, les tycoons des finances, des banques et autres grands milliardaires, ils commençaient un peu à s'inquiéter par rapport à cette montée d'un homme qu'on ne connaît pas, qui vient de l'Écosse et qui est devenu quand même très puissant et on dépend de lui, quoi. Donc c'est à ce moment-là où ils ont commencé un peu à fréquenter son CEO qui s'appelle Charles Schwab à Andrew Carnegie. Charles Schwab, il était inscrit à la Chambre de commerce, il venait, et donc il y a JP Morgan, Jean-Pierre Morgan, euh, qui disait à Charles Schwab, écoute, si tu peux parler avec Andrew Carnegie et s'il veut vendre, nous sommes prêts à acheter son entreprise. Et un jour, Charles Schwab, le CEO de Carnegie, et Andrew Carnegie, ils étaient en train de jouer au golf ensemble. Et à la fin du golf, ils étaient assis sur un banc et c'était Charles Schwab qui avait gagné. Il a dit, Andy, il l'appelait Andy à Monsieur Andrew. Monsieur Andy, je pense que c'est le moment pour toi un peu de se retirer du quotidien et vendre ton entreprise et faire plus de sport et faire plus de golf. Comme ça, tu pourras me gagner la prochaine fois. Et ils sont assis sur un banc et Carnegie lui dit, mais pourquoi tu dis ça, euh, Charles? Il dit, ben, écoute, je ne vais pas te le cacher, mais bon, tout le monde est intéressé par acheter ton entreprise, Morgan et les autres, et les autres. Et là, il lui dit, écoute, il sort un stylo et un papier de ça. Hein, il écrit sur un bout de papier 580,000,000,000,000. Donc, en fait, ça fait 580 millions de dollars. Et il lui passe le papier à Charles Schwab. Il lui dit, écoute, Charles, s'il paye ce prix-là, je suis vendeur. En dessous de ce prix, je ne vends pas. Il m'a dit, par contre, je l'ai super valorisé l'entreprise parce que j'ai considéré un peu ce qui va se passer dans le futur. Là, maintenant, on est le tycoon de l'industrie de l'acier aux États-Unis, mais on va le devenir partout à l'international. Donc, je t'invite à faire, viens, je vais te préparer à faire une belle présentation. Tu vas faire une belle présentation, tu vas la présenter à la chambre de commerce, et c'est à ce moment-là, tu vas voir comment les gens vont mettre le prix que j'ai mis. Et donc, pareil, Charles Schwab, il va faire la présentation qui dure 2 heures à la Chambre de commerce. D'ailleurs, tout est documenté ici. Vous pouvez voir la biographie de Andrew Carnegie, l'autobiographie ou les movies ou les vidéos ou les films qui ont eu lieu sur Carnegie sur YouTube. Et vous voyez tout ce que je viens de vous raconter. Et donc, à ce moment-là, quand il fait sa présentation, il projette un peu comment on peut la projeter à l'international et pas seulement aux États-Unis. JP Morgan, il dit, on achète. Et il disait c'était la plus grande transaction qui a jamais existé. Je ne sais pas comment on va ramener 580 millions de dollars sur la table. Est-ce qu'on va lui payer en lingots d'or? On va lui payer en argent? Il n'y a jamais eu autant d'argent en transaction. Donc, est-ce qu'on va lui donner des actions? On va lui donner des options? Comment la transaction va avoir lieu? Mais JP Morgan était déterminé et Andrew Carnegie, il vend son entreprise pour devenir officiellement, aux alentours de 1910, l'homme le plus riche au monde. Donc, on va faire un peu de pause ici et voir. Le gars, il a commencé d'une faillite, une douleur, décision ferme. Il commence à travailler en tant que facteur à la poste, puis en tant que office boy. Il atteint son indépendance financière, puis sa liberté financière. Il crée une industrie de l'acier et il devient l'homme le plus riche au monde. Un homme qui vient de nulle part devient l'homme le plus riche au monde. Et Andrew Carnegie a vendu son industrie de l'acier. Et Napoléon Hill, d'ailleurs, il disait c'était la plus grosse erreur qu'il avait vendue trop tôt. Et Andrew Carnegie, il ne savait pas quoi faire avec cette fortune. Il a amassé une huge fortune.
Mais il avait en tête un motto qui se répétait tout le temps, The man who dies rich dies disgraced. Donc l'homme qui meurt riche meurt sans la grâce de Dieu. Et Andrew Carnegie est devenu le plus grand philanthrope des États-Unis. Il a distribué, mais vraiment toute sa fortune. Donc maintenant, vous allez aux États-Unis, vous allez voir un peu les Carnegie Hall à New York, les Carnegie Street, les rues, les Carnegie High Road, les autoroutes, les Carnegie Librairies, les Carnegie School, les Carnegie University, et tout ça, les Carnegie Hôpitaux. Et donc, il a construit énormément de bâtiments. Il a distribué vraiment toute sa fortune. C'était le plus grand philanthrope. La plupart des gens riches distribuent peu de leur fortune, mais là, Andrew Carnegie a tout distribué. Mais il disait, tout ça, c'est du matériel. Si un jour il y a une guerre, il y a un tremblement de terre, il y a quelque chose, ben, ça ne va pas durer longtemps, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux laisser comme légende qui n'a pas de durée? Et c'est là où il a réfléchi. Il a dit les connaissances. Comment ça se fait, j'ai eu accès à des informations, moi qui ne viens pas d'une famille riche, j'ai eu accès à une éducation financière par Monsieur Scott. Et comment ça se fait, cette éducation, je l'ai appliquée et ça m'a amassé beaucoup de fortune. Et beaucoup de gens qui sortent de l'école aujourd'hui n'ont pas accès à cette information, à cette éducation financière. Il a dit, je vais créer une philosophie ou une éducation financière par rapport au succès. Et il a dit, si on étudie cette philosophie de succès, on n'a plus besoin de faire des études jusqu'à 25 ans. On peut arrêter à 16, 17 ans en étudiant cette philosophie de succès par rapport aux finances et puis s'en sortir dans la vie et réussir, être épanoui et faire plein de choses dans notre vie.